Alors, bonjour à toutes et à tous. Euh, bon, voilà, rassurez-vous, je suis pas aussi moche en vrai, en fait. Je suis juste pas photogénique, apparemment. Bon, ça fait bizarre d'être devant autant de monde. Déjà, merci d'être venus aussi nombreux. Et puis, ça fait surtout bizarre d'être à la place de ce professeur d'amphi, vous savez, celui qui a la lourde tâche de réveiller un amphithéâtre en pleine digestion. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais faire du mieux que je peux. Alors, j'ai 21 ans, et je m'appelle donc Maxime Noya. Et d'après mes calculs, j'ai passé à peu près 15% de mon temps de vie assis dans une salle de classe. Et j'ajouterais que j'ai passé 3, voire 4% pour les plus courageux à faire des devoirs, réviser des examens, réviser des leçons, etc. Donc un cinquième de ma vie, finalement, a été consacré à ma scolarité. Et c'est beaucoup. Donc forcément, en tant qu'élève, moi ça m'intéresse, tout ce qui est système scolaire, etc. Mais en tant qu'adulte, en tant que parent, je pense que ça vous intéresse, enfin pour les parents qui sont dans la salle bien sûr, ça vous intéresse aussi encore plus, parce que vous vous souciez de l'éducation qu'aura votre enfant. Et c'est normal, quand on sait que l'école prend tout notre temps quand on y est, et en fait définit notre futur quand on n'y sommes plus. Et c'est pour cette raison que je vais vous démontrer, enfin je vais essayer de vous démontrer, par A plus B qu'il faut absolument que nous changions notre système scolaire, au moins pour les petites classes. Alors, moi personnellement, je suis né carré. Est-ce qu'il y a des cercles dans la salle, des hexagones? Bon, avant de vous perdre un petit peu plus, je vais vous expliquer. En fait, à l'instar des travaux de Michel Dib, un neurologue parisien, et d'ailleurs de ses confrères, il est avéré que nous naissons avec une prédétermination de nos domaines de prédilection. Voilà. Alors évidemment, ils évoluent pendant notre éducation, ils évoluent en fonction de notre environnement, notre milieu social, les rencontres qu'on va faire, etc. Alors par la suite, ne vous perdez pas à trouver une logique entre les formes géométriques que je vais dire, il n'y en a pas. C'est juste moi qui me représente une personne avec une forme géométrique. Voilà, c'est tout. Je disais donc que moi je suis né carré, ce que je définis comme un équilibre entre les sciences et la littérature, mais avec un manque d'habileté manuelle conséquent et une sensibilité à l'art proche de zéro. Quelle chance j'ai eue de naître dans cette société où les sciences sont mises à l'honneur. Pas seulement en France, hein, mais bien dans tous les pays du monde. Trouvez-moi un seul pays qui met l'art plastique et les maths au même niveau. Il n'y en a pas. Et pourtant, on est tous différents. Moi, j'ai un ami qui est né octogone, et il n'a pas eu la même scolarité que moi. Lui, très manuel, justement, il ne se retrouvait pas dans ces derniers. Lui qui avait besoin de toucher pour comprendre et imaginer, pendant toute sa scolarité, on lui a donné comme moyen pour s'exprimer une feuille plate et blanche. C'est un petit peu dommage. Il faut bien comprendre ou réaliser en fait que jusqu'au collège, il n'y a qu'un seul chemin. Il est généraliste, il est unique, comme je l'ai dit, et il est tracé par l'éducation nationale. Dès qu'on dévie un petit peu de ce chemin, on est très souvent considéré comme étant en échec scolaire. Alors, avant de parler du collège, revenons un petit peu en arrière. Imaginez, moi en fait, moi voilà, ou même vous d'ailleurs, une grande forme géométrique, peu importe ce que c'est. Et chaque année, on va vous faire passer dans des cadres. Et ça passe plus ou moins bien. Prenons la maternelle. Bon, la maternelle, c'est plus un octogone. Parce que, vous savez, on fait plein de découvertes avec le toucher. On fait de la pâte à modeler, ou pâte à sel peut-être pour certains. On fait aussi du dessin, du gribouillage, vous savez, des trucs comme ça, avec toutes les couleurs là. Je n'étais pas très bon à ça. On découvre aussi des chiffres, on écoute beaucoup la maîtresse. Enfin, vous voyez l'idée. Bon, moi j'étais un carré, j'ai pas trop aimé, mais bon, ça allait. On arrive en CP. Là, pour moi, le CP, c'est plus un cercle. On apprend à lire, on apprend à écrire, et j'ai failli redoubler le CP. Parce qu'arrivé en avril, donc à 2 mois de la fin des cours, je lisais avec beaucoup de difficultés, très très mal. Et j'écrivais encore plus mal. J'étais illisible pour les autres, mais surtout pour moi. Donc c'était un problème. J'aimais pas écrire. Je trouvais ça long, je trouvais ça fastidieux. Et en fait, quand des fois je m'ennuyais comme ça, je prenais ma feuille, je la mettais à 90 degrés et j'écrivais sur les colonnes en fait. Et à un moment, la prof, elle est venue me voir, parce que bon, quand même, elle ne sait pas écrire, quoi, il est un peu bête. Et elle a vu écrire comme ça, puis elle a fait, mais Maxime, mets ta feuille droite, suis les lignes, et ça ira mieux. Et moi, je lui avais dit, mais attendez, madame, je suis des lignes aussi, et comme elles sont plus longues, je fais moins de retour à la ligne. Donc, je gagne du temps, en fait, tu vois. Bon. Et j'ai fini par prendre ma feuille droite. Hein. Et en fait, quand j'ai écrit ce talk, je me suis dit, bah là, d'aussi loin je m'en souviens, c'est la première fois qu'un professeur va dire que je fais mal quelque chose parce que je ne le fais pas comme les autres. Parce que je ne le fais pas comme on me l'a appris à faire. Parce que, vous êtes bien d'accord, j'écrivais sur des lignes, mais pas les bonnes. Voilà. Gardez ça en tête, c'est intéressant pour la suite. Alors on arrive après en CM1.
Là, le CM1, j'ai failli sauter la classe. Déjà, on fait plus de pâte à modeler, gribouillage, et on fait surtout beaucoup plus de maths, de logique, d'histoire géo, de français. J'ai quand même fini par savoir lire et écrire. Et donc, j'ai failli sauter la classe. Pourquoi? Parce que pour moi, ce cadre, il se rapprochait du carré, donc j'avais aucun problème. On arrive ensuite au collège. Alors, le collège, c'est dans la continuité de la primaire. Un bon carré, alors avec quelques côtés extravagants, vous savez, la musique et les arts plastiques. Quelle idée! Et par contre, rassurez-vous, on retrouve toujours les mêmes matières au top, hein, les maths, le français, la physique, l'histoire géo, l'anglais, etc. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous regarderez chez vous dans vos bulletins de collège, si vous les avez encore, mais les 3 matières qui sont marquées tout le temps, mais tout le temps à la fin, c'est le sport, la musique et les arts plastiques. Vous en concluez ce que vous voulez. Hein, voilà. Donc, je disais donc que le collège, c'était dans la continuité de la primaire, mais à une différence près. Au collège, il y a quelque chose qui s'appelle la puberté qui arrive aussi. Et on ne sait pas trop ce que c'est, en tant qu'enfant, mais on sait qu'on a envie de se sentir un peu plus grand, plus important, on a envie de s'affirmer. On ne sait pas trop comment faire. Malheureusement, le moyen le plus facile pour le faire, c'est de rabaisser les autres. C'est pour ça que moi, je ne me suis pas trop éclaté au collège, parce que j'étais un peu le faillot. J'étais un peu celui qui arrive sans trop de difficultés. Et donc, je ne me suis pas trop épanoui. Je me sentais pas trop à l'aise en fait dans cet environnement qui me rejetait un peu. J'avais presque honte de réussir quand je voyais mes amis, donc qui étaient triangles, cercles, et encore une fois, imaginez la grande forme géométrique, et qui, chaque année, pour passer à l'année supérieure, ils tapaient contre le cadre comme ça. Puis à la fin, ils donnaient un gros coup de collier et ça passait. Et il y avait la partie qui bloquait, là, qui se décroche et qui restait derrière eux. À chaque fois qu'ils passaient une année, je voyais qu'il y avait une partie d'eux-mêmes en fait, qui restait derrière. Mais ce n'est pas le plus violent. J'avais aussi d'autres amis qui étaient, eux, trop rigides, qui n'allaient pas casser. Donc, qui se heurtaient, qui se heurtaient, qui se heurtaient, et qui sortaient du cadre scolaire. Et après, on les appelait ceux qui étaient en échec scolaire. Et c'est un peu brutal, je trouve. Certains vont peut-être me dire, là, oui, mais quid du lycée et des études supérieures? Je vous dirais que ça arrive un peu trop tard. Quand on sort du collège, on a 15 ans. On est à l'école depuis nos 3 ans. Donc pendant 12 ans, on n'a pas pu choisir une seule fois ce qu'on voulait un peu étudier. C'est quand même un peu triste. Et moi, je me plains en quelque sorte. Alors finalement, je fais partie de la bonne catégorie des élèves. Celle qui a réussi avec les méthodes et les programmes qu'on lui proposait. Mais, et les autres? Les cercles qui se sont perdus en route, les triangles qui n'ont pas réussi à rentrer dans le cadre malheureusement. Est-ce qu'on peut vraiment être fier d'avoir réussi dans ce système scolaire qui vise un idéal, mais en nous mettant tous dans la main un crayon comme seul moyen d'expression? C'est quand même un peu dommage. Alors après, je me suis intéressé au métier. Finalement, pourquoi voulions-nous devenir telle ou telle personne? Ou est-ce qu'on a envie, est-ce qu'on n'a pas envie? Alors quand on est petit, ça passe beaucoup par les super-héros, les BD, les dessins animés, ce que disent les adultes, etc. Mais quand on grandit, je pense qu'inconsciemment, il y a un autre paramètre qui entre en jeu. Alors il y en a plein, mais il y en a un qui entre en jeu, c'est comment est perçu mon métier plus tard. Finalement, quel statut je vais avoir plus tard? Parce que le métier, on ne va pas se mentir, ça prend. Si l'école prend tout notre temps quand on est petit, quand on est grand, les gars, on va bosser. Hein. Donc du coup, le métier prend tout notre temps. Mais c'est surtout une carte d'identité, quasiment. Et alors maintenant, la question, pourquoi il y a si peu d'artistes, peut-être si peu de musiciens quand on prend toute la globalité de la France? Pourquoi il y a de moins en moins de jeunes qui veulent faire de l'apprentissage, qui sont volontaires pour être maçons, etc. Parce qu'il faut beaucoup de courage pour se lancer dans une voie qui est très souvent peu reconnue à sa juste valeur. C'est bien dommage. Je me suis aussi posé la question inverse. Mais alors pourquoi les sciences? Pourquoi les sciences ont-elles le vent en poupe en ce moment? Et bien là, il faut revenir un peu en arrière au 19e siècle. Là où les premiers systèmes, on va dire, scolaires de masse, qui s'adressent à toute une population, ont été inventés. La France ne fait pas exception avec Jules Ferry, 1882, l'école devient publique, laïque, gratuite et obligatoire, de 5-6 ans jusqu'à 13-14 ans. Alors, c'est une entreprise très louable, hein, à l'époque, voilà, ça servait les intérêts de la France, c'était beaucoup pour alphabétiser en fait tous ces paysans dans les espaces ruraux. C'est une blague. Et enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et en plus, c'était après, un petit peu pendant aussi la révolution industrielle, donc la société évolue à toute vitesse, il fallait absolument que les gens puissent s'intégrer. C'était une bonne idée. Si on se plonge un peu plus sur le programme maintenant, on retrouvait beaucoup d'arithmétique, on trouvait encore plus de français, encore une fois, pour alphabétiser les gens, et on retrouvait aussi des travaux manuels obligatoires, on retrouvait de la danse, du chant et de la gymnastique.
Ma question, c'est pourquoi, en fait, 136 ans après, c'est encore la même chose, finalement. Je dirais même que c'est pire, parce qu'on a une société maintenant qui voue un culte au progrès. Donc on a encore plus de science, encore moins de travaux manuels. Pourtant, Dieu sait qu'on préfère les TP aux amphis. Hein, enfin, bref. Et en fait, même si on regarde comment dire, les programmes scolaires maintenant sont quasiment faits pour faire des scientifiques, pour créer des scientifiques. Pourquoi eux? C'est pas que ce sont des mauvaises personnes, hein, où je vais avoir mon année, je sais pas s'il y a des profs là, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais pourquoi eux? Parce que nous, je sais pas si, enfin, je crois qu'il y a beaucoup d'INSAliens, on va tous sortir de l'INSA et on va tous pouvoir se considérer comme faisant partie d'une élite que la société reconnaît alors qu'on n'a rien fait pour l'être. On a fait une école, c'est tout. Donc on va réussir presque parce que la société le veut. Alors, souvent quand je dis ça, il y a des fronts qui se plissent comme ça, là. En fait, on me dit souvent, moi je verrai, enfin voilà, mais on réussit aussi parce qu'on est intelligent. Intelligent. Qu'est-ce que c'est être intelligent? Moi j'ai beaucoup de mal à définir ce qu'est l'intelligence avec un grand I. Moi je pense que c'est une somme de savoir, peut-être même une somme de savoir-faire aussi. Mais du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est une aisance d'esprit, une dextérité d'esprit? Mais alors ça ne peut pas se traduire manuellement? Vous voyez que c'est un peu confus. En tout cas dans ma tête c'est confus. Et par contre ce que je sais c'est que l'intelligence avec un grand I n'est qu'en toute petite partie représentée. Il y a une toute petite partie de l'intelligence qui est mise en valeur dans notre société. Il faut qu'on accepte que l'intelligence, c'est un arbre à plusieurs branches. Et donc, il y a plusieurs chemins qui mènent au tronc central, qu'est l'intelligence. On pense notre monde avec nos 5 sens. La vue et l'ouïe, bien sûr, mais aussi par le toucher, le goûter et les odeurs. Et c'est donc normal que 2 personnes ne vont pas réagir pareil si tel ou tel sens est sollicité chez eux. J'irai plus loin. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé des domaines de prédilection qui évoluent? On sait tous que notre cerveau évolue, en fait, si on le fait travailler sur un exercice ou un sujet, on va devenir meilleur sur tel ou tel exercice. Mais par contre, l'inverse est aussi vrai. Si on laisse dépérir notre cerveau sur un sujet ou sur un domaine, alors il devient tout mou, il devient pas très réactif. Et c'est pas bon pour la créativité. Ce que je définis comme la créativité, c'est vraiment la capacité de l'humain à créer quelque chose. Parce que c'est presque ce qui fait la différence entre l'humain et l'animal. Bon, on va pas caricaturer, mais vous voyez ce que je veux dire. Il faut que nous soyons sollicités de plusieurs manières, sous plusieurs angles, pour être plus créatifs. Dernière chose sur l'intelligence. Qui parmi vous travaille mieux sous pression? Levez la main vite fait pour voir. Ah, il y a quand même pas mal de monde. Hein. Ouais, 60%. Et du coup, les 70 peut-être. Et les autres, du coup, en partiel, là, ça se passe comment? Ça refait les années un peu, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Mon point, c'est qu'on ne réfléchit donc pas tous pareil, mais surtout pas dans les mêmes conditions. Je vais vous raconter une histoire. C'est une amie, une fille, qui depuis qu'elle est toute petite, est très forte en dessin. Elle dessine beaucoup, et surtout des vêtements. Donc quand elle a grandi, elle s'est dit, bah, moi je veux devenir styliste. Bon, jusque-là, c'est cohérent. Ses parents, bien au courant de son rêve, mais surtout de son talent, l'ont donc mis dans un lycée général, puis une filière ES. Et ensuite l'ont forcée à faire des années de fac. Une fac de droit, une fac de langue, puis une fac en gestion des entreprises et des administrations, une fac en GEA. Sans surprise, elle a loupé à chaque fois, puisque le cadre ne lui correspondait pas. Alors, elle a pris ses créations, elle les a envoyées aux 4 coins de la France, et elle a été contactée, finalement, par une école d'art. C'est ce qu'elle fait aujourd'hui. Alors, l'histoire est vraie, et là, vous pensez tous, enfin, je pense, à les mauvais parents. Pourquoi pensait-il comme ça, à votre avis? Pourquoi voulait-il qu'elle rentre dans une case que la société avait dessinée pour elle, pour peut-être qu'elle soit utile, on ne sait pas trop? Et pourtant, sait-on vraiment de quoi l'on va avoir besoin dans 20 ans, dans 30 ans? De quoi la société, dans laquelle on vit dedans, de quoi la société aura-t-elle besoin si on continue à consumer notre planète comme une vulgaire peau de chagrin? Elle aura besoin d'un miracle. Et ce miracle ne se trouvera pas dans un manuel scolaire, n'en déplaise à mes professeurs, mais il se trouvera dans un cerveau créatif. Encore une fois, la créativité et l'intelligence brute de l'humain ce sont des valeurs sûres, ne vont pas devenir bêtes du jour au lendemain. Mais c'est un don. Et c'est un don que nous devons utiliser avec précaution. Car il me vient une citation de Jonas Salk, un biologiste américain, qui disait que si les insectes venaient à disparaître, en l'espace de 50 ans, toute forme de vie disparaîtrait. À l'inverse, si l'humain venait à disparaître, en l'espace de 50 ans, toute forme de vie prospérerait. Alors, bon, déjà, si on veut se mettre un peu au niveau des insectes, il va falloir qu'on change un truc. Mais je vais vous laisser avec cette dernière question. Comment voulez-vous qu'on fasse grandir une nouvelle société
qui va respecter ce que les anciens n'ont pas su respecter, mais sans changer notre éducation. Merci à tous.